la sagesse, c'est voilà, développer un sens d'équilibre. Et le sens d'équilibre, il y a deux définitions. Le premier sens d'équilibre, c'est quoi? C'est apprendre le meilleur de l'autre et donner le meilleur de nous-mêmes. Alors le but que nous invitons, que vous nous invitez, on est invité ici, et c'est bien le but de votre organisation ici, c'est bien, c'est qu'on vient ici pour apprendre le meilleur de vous, et vous aussi. Vous êtes nés, vous allez apprendre le meilleur des intervenants, voilà, ou des autres, voilà, c'est ça le sens d'équilibre. Pour être sage, être ouvert de cœur et d'esprit pour apprendre le meilleur de l'autre. Deuxième définition de la sagesse, le sens de l'équilibre. C'est que le bien gentil, tout ça, mais le bien, au mauvais moment, devient le mal. Et puis le mal, il y a des gens qui sont méchants, mal, ils insultent, ils critiquent, ils maîtrisent, tout ça. Ils sont méchants, vous connaissez, les délinquants, les drogués, tout ça. Mais le mal, au bon moment, devient le bien. Le mal, c'est quoi? Tuer, assassiner. Mais au bon moment, devient le bien. Alors, il faut savoir ce qu'on appelle, avoir la sagesse, c'est savoir comment contrôler notre cœur. Parce que la philosophie bouddhique, on dit que apprenons à contrôler notre cœur et ne jamais laisser notre cœur nous contrôler. C'est ça la sagesse. Alors, je vais vous dire quelque chose. Pour pouvoir avoir une sagesse suprême, eh bien, ça c'est en anglais, mais je vais vous dire d'abord en anglais, hein, et c'est à vous de voir si vous pouvez mettre en français. Parce que je ne sais plus. Ce sont ces paroles d'aujourd'hui. Ça c'est pour avoir la sagesse suprême, c'est quoi? Il est très important, en anglais, it is important that the spirit of youth within us, in particular, actively seek challenges to force ourselves, to strengthen ourselves. This is the true wisdom. Those who enjoy material luxury from a young age and do not work hard cannot become people of great wisdom and outstanding character. We cannot become great leaders who protect others if we don't have supreme wisdom. We should work hard, sparing no effort, and develop ourselves as indomitable champions, shaken or disheartened by nothing. Alors ici, on parle de champion. Vous savez, je suis très honoré et très enchanté de venir assister à votre réunion aussi, grâce à M. Albron Jacques, parce qu'on s'est vu hier, il m'a dit « Ah, demain, il y a réunion. » Voilà. Et aujourd'hui, on parle de la sagesse. Et le fait que vous réservez un samedi, qu'on vient ici pour partager notre meilleur talent, voilà, unique talent, c'est cela. Et ici, on parle qu'on doit développer nous-mêmes comme des champions indomitables. Comment on dit ça en français? Indomptable. Indomptable. Alors, vous voyez, nous sommes des champions indomptables pour Michel de bien indomptable, pourquoi? Pour nous développer nous-mêmes, pour faire une meilleure société. Mais votre but est très noble, alors qu'elle est dans le stade de champion de football. Alors là, vous voyez, c'est pas très noble, mais ça, c'est très noble. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
alors je voudrais juste faire une petite réflexion, en même temps humoristique et en même temps sérieuse. Vous n'avez pas seulement l'apparence d'un sage, ce reprend le sage avec la barbe, tout ça, mais vous avez les paroles d'un sage. Voilà. Je vous remercie de votre intervention qui était très inspirante. Voilà. Alors, du coup, peut-être la prochaine prise de parole est... Monsieur Accard. Oui. Ou toi-même, Jacques. Non, c'est pas encore mûr. C'est pas encore le temps. Ah oui, c'est pas encore mûr. C'est pas encore mûr. Qui se sent mûr alors Oui, Yves Accard. Alors, je vais commencer par une analogie. C'est l'idée de construire sa maison, qui peut être se construire soi-même évidemment. Il faut à la fois une idée pour construire une maison et des matériaux. Bon, alors là, ce que j'assimilerais plutôt à l'idée, c'est la sagesse. Les matériaux, c'est les sensations qu'on éprouve. Et il me semble que les deux vont toujours de pair. C'est-à-dire quand dans la vie, on commence enfant à avoir beaucoup de sensations, parce que le mental n'est pas encore très bien formé. Et toutes ces sensations vont former vont être des matériaux qu'on va ensuite utiliser pour commencer à réfléchir sur soi et faire une amorce de sagesse. Et puis avoir des idées pour faire d'autres choses qui vont amener d'autres expériences, alors émerveillement ou le contraire, c'est pas toujours des émerveillements. Et donc c'est comme la marche en fait, on alterne pied droit, pied gauche entre ces deux notions de vivre des expériences, de sensorielles, et ensuite d'y réfléchir et de se construire soi-même. Voilà. Très intéressant parce que c'est vrai que finalement, puisqu'on a quand même pas mal parlé du taoïsme, qui est une très très belle philosophie, et d'ailleurs, je trouve que c'était très bien d'évoquer, moi je n'y avais pas pensé effectivement, mais Marie-Laure a eu la bonne idée d'évoquer l'enfant intérieur. On va un peu revenir là-dessus, c'est l'idée d'enfant intérieur dans le taoïsme. Parce que c'est ça l'émerveillement, c'est d'avoir l'état d'esprit d'un enfant qui s'étonne des choses, qui trouve les choses merveilleuses. Tenez, j'ai un exemple, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'étais dans le métro. Ah, vous devez... Ah d'accord. Ok, pas de souci. Merci en tout cas pour votre intervention. Oui, donc j'avais cet exemple d'un enfant dans le RER qui prenait visiblement le RER pour la première fois. Et puis les tunnels, enfin, alors que nous on s'ennuie dans le RER, on est petit en général, hein, bon, c'est pas... Trouver le train qui avance, qui ralentit, trouver ça excitant, il dit ah non c'est super, on rentre dans le tunnel. Il était émerveillé par le RER et j'ai trouvé ça touchant quoi. Ça m'a fait penser à le sujet d'ailleurs, je me suis dit tiens, il faudra que je vous parle de ça. Bon, je ne l'avais pas fait tout de suite, mais ça me vient maintenant. L'enfant s'émerveille. Et c'est l'enfant intérieur qu'il faut faire renaître d'ailleurs, un peu comme le serpent qui fait sa mule. Hein. Dans le taoïsme, on enseigne la manière, alors il y a toute une alchimie taoïste, hein, ça peut passer par des prières, par la diététique, par des pratiques même sexuelles, enfin plein de moyens, le sport, enfin, les arts martiaux, etc. Comment faire naître son enfant intérieur, il y a des méthodes. Et l'idée est très belle parce que l'émerveillement, je dirais, ça serait plutôt un élément yin, c'est-à-dire le sentiment, l'intuition, etc. Alors que la sagesse, ça serait plus, de mon sens, yang. La sagesse, il y a un côté quand même carré, en quelque sorte, un côté aristotélicien, rationnel. Bon. Le sage, c'est celui qui ne montre pas trop ses émotions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais il ne va pas trop les montrer. Donc tu as raison, hein, j'ai bien aimé cette idée que bah, les deux sont complémentaires, hein, comme la main droite et la main gauche, le yin et le yang, le jour et la nuit, etc. Et qu'un sage qui ne s'émerveille plus, bon, il est un peu sec, et puis quelqu'un qui s'émerveille sans sagesse, il est un peu fou, quoi. Voilà. C'est un peu le fou, quoi. Les gens qui disent tout le temps, comme dans une certaine pub hein, pour les voitures, on peut dire, ah mais c'est merveilleux, ah c'est fantastique. Bon, c'est un peu, oui, quoi je pense. C'est drôle d'ailleurs, cette pub, c'est drôle. Ouais. Bon. Les gens qui disent toujours c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est magnifique, bon, c'est sublime, c'est génial, là, c'est les jeunes qui disent c'est génial, bon, un petit truc. Ouais, c'est un peu exagéré aussi, là, ça manque de sagesse. C'est de l'émerveillement, bah, c'est bien, au moins, ils ne sont pas blasés, c'est bien, parce que si tous ceux qui sont blasés, quand on leur dit qu'est-ce que tu veux faire, bof, bon, comme on dit, la bonne génération, ça peut passer, ça. C'est pas top non plus. Oui, alors, non, d'abord, Jacques, puisqu'il est mûr maintenant. Le fruit est mûr, et puis on fait ensuite. On a acheté ensuite, voilà. Jacques, oui, parce qu'il ne faut pas que le fruit pourrisse. Hein. Il faut le cueillir au bon moment. Voilà, alors Jacques. Alors, il y a une expression dans les évangiles, ne pas jeter des perles au pourceau. Et qu'est-ce que c'est que. Ça a un rapport avec l'émerveillement, parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui sont en face de perles
et qui ne s'émerveillent pas. Ce sont des pourceaux. Parce que jeter des perles aux pourceaux, c'est-à-dire donner des choses à des gens qui ne s'émerveilleront pas de ce qu'on leur donne. Et alors, une question que je me pose, bon, les hommes continuent à s'émerveiller, les femmes, disons, tu as beaucoup parlé plutôt dans cette direction. Mais est-ce que les femmes s'émerveillent des hommes? C'est aussi une question que je me pose. J'ai l'impression que, enfin je dis ça de manière un peu provocatrice, mais j'ai l'impression que les hommes ont gardé cette faculté d'émerveillement face à la beauté féminine, alors qu'inversement, les femmes auraient perdu un certain sens de l'émerveillement par rapport aux hommes. Pas forcément par rapport à leur beauté, mais par rapport à leurs propos, par rapport à leur... on n'est plus... L'émerveillement, c'est pas forcément uniquement la beauté physique. À leur intelligence, tu peux y aller. En tout cas, quelque chose qui les émerveille en se disant « Ah, il dit des choses extraordinaires ». L'émerveillement, c'est aussi l'extraordinaire. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas? On ne s'émerveille pas de n'importe quoi. On s'émerveille quelque chose qui n'est pas normal, je dirais presque, qui n'est pas banal. Non, on peut s'émerveiller de quelque chose qui est inattendu. Oui, ben justement, mais qui est inattendu, mais ça veut dire qu'il est rare quelque part. C'est le sens de la rareté. Et quelqu'un qui perd le sens de la rareté, c'est quelqu'un qui perd le sens de l'émerveillement. Et donc, par conséquent, ça fait penser à notre formule de l'Évangile. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ou ils ont des yeux, ils ne voient pas. C'est un peu ça aussi. Quelqu'un qui a des yeux qui ne voit pas, où est l'émerveillement? Il a perdu sa faculté d'émerveillement. Voilà, donc c'est une question... alors, je pourrais continuer. D'une manière générale, j'ai eu l'autre jour un débat avec notre ami Gilles Rocca, le poète, mais qui parfois ne se contente pas d'être poète, et qui se risque dans des discussions qui parfois le dépassent, passons, mais qui nous disait « Ah oui, mais l'esthétique, c'est beaucoup moins important que l'éthique. » C'est sa responsabilité. Or là, effectivement, le débat que nous avons montre bien l'importance de l'esthétique. Ça commence par l'esthétique. Alors l'esthétique dans un sens large, c'est-à-dire quelque chose qui frappe mes sens sans que je sache exactement ce qu'il en est, sans connaître vraiment le contenu. Par exemple, moi je dis, si quelque chose est beau, c'est déjà très important. Si quelque chose m'émerveille, c'est très important. Maintenant, est-ce que je sais ce qu'il y a derrière? Est-ce que je sais ce qu'il y a dedans? Ça n'est pas si important parce que d'une certaine manière, c'est à moi d'y mettre quelque chose. C'est-à-dire c'est moi qui vais vouloir m'attacher à ce qui m'émerveille et donc me trouver des prétextes, des bonnes raisons pour être en rapport avec cela. Et donc par conséquent, l'éthique, on s'en arrange. Je veux dire, on est disposé à dire que quelqu'un qui m'émerveille a toutes les qualités par ailleurs. Je veux dire, c'est pas... On peut les lui attribuer, on peut regarder la personne en voyant cette dimension, voilà. Donc on est prêt à lui prêter n'importe quoi du moment qu'elle nous a émerveillés. Et en plus, je terminerai là-dessus, notre rapport au monde, il passe par l'émerveillement, parce qu'on ne connaît pas les choses, on n'a pas l'émerveillement, il n'y a pas besoin de temps pour s'émerveiller, quelque part. C'est un émerveillement immédiat. Alors que beaucoup de choses dans la vie exigent du temps. Il faut fréquenter, il faut connaître, etc. Et donc finalement, l'émerveillement donne envie de connaître. C'est-à-dire qu'il me donne une raison de connaître, mais il faut d'abord que ça passe par là, parce qu'autrement, pourquoi est-ce que j'irai vers l'un ou vers l'autre? Donc il faut avoir... L'émerveillement, ça demande une capacité de réaction extrêmement rapide. Comme on dit parfois, on dit souvent, les hommes parfois on a des réactions immédiates par rapport à quelque chose. Cette immédiateté, elle est liée à l'émerveillement quelque part.
on n'a pas d'émerveillement sur des années. Je veux dire, on a un émerveillement qui s'empare de nous, Et donc par conséquent, si je ne suis plus réactif, c'est-à-dire que si immédiatement quelque chose en moi ne réagit pas immédiatement, comme si j'étais inhibé dans ma réactivité, bah à ce moment-là, évidemment, je suis un petit peu dans une sorte d'aveuglement, de cécité, rien ne m'excite spécialement, rien ne me parle évidemment, et donc tout ce qui va suivre au niveau de la volonté de connaître l'autre, la volonté de me projeter sur l'autre, tout cela va être médiocre. Voilà. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette intervention, très riche, parce que en plus je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs c'était un petit peu le sous-entendu de mon exposé, tu l'as bien saisi. Parce que finalement là, on revient un peu à Socrate d'ailleurs, à Platon, hein, le Phèdre, notamment le Phèdre, où Socrate, dans ce dialogue sur la beauté, justement l'émerveillement de la beauté, il y a un texte qui est quand même assez étonnant de la part de Socrate, repris par Platon évidemment. C'est l'expérience de la beauté. Pour lui, le philosophe ne devient pas philosophe à travers la raison. Donc là, c'est l'opposé d'Aristote, justement. C'est pas la philosophie, c'est pas d'abord rationnel, c'est esthétique. C'est une expérience esthétique qui rend philosophe. C'est l'expérience de la beauté, et notamment de la beauté humaine, d'un beau visage, d'un beau corps. Homme ou femme, pas d'importance. Hein. Ou d'une belle âme. Une belle âme, voilà. Mais d'abord le beau corps, et ensuite on arrive à la belle âme, comme dans le banquet, effectivement. Et là, on est saisi, le philosophe, c'est celui qui est saisi par la beauté, qui ensuite, à partir de cette beauté, il va vouloir aller plus loin, et comme tu dis, l'esthétique va venir avant l'éthique, et évidemment, il va auréoler en quelque sorte la belle personne de qualité éthique qu'elle a ou qu'elle n'a pas. Ou par exemple, une parole de quelqu'un, une belle parole, ou de quelqu'un qui est apprécié, on va essayer de trouver une profondeur extraordinaire. Si je vous dis, Nietzsche a dit ceci, alors tout de suite on va réfléchir sur ce qu'il a dit. Alors que si c'est Marie-Laure, on ne va pas trop réfléchir. On va trouver ça un peu gros. Oui, c'est pas mal fait quoi. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est tout à fait là. Et du coup, on se surpasse pour l'être qu'on aime, parce que c'est l'état amoureux en fait que décrit Socrate, le philosophe, celui qui tombe amoureux de la beauté, quoi. Qui ensuite va lui attribuer des qualités qu'elle n'a pas forcément d'ailleurs. Il parle même d'idolâtrie, hein. Socrate parle carrément d'idolâtrie pour la beauté. Parce que pour lui, l'expérience de la beauté, alors c'est lié aussi à la réminiscence, à la réincarnation, dont on n'a pas parlé, mais comment dans un café Tao, on peut en dire un mot, puisque Platon croyait dans la réincarnation, Platon Socrate croyait dans la réincarnation. La beauté finalement physique, bien sûr, il faut aller au-delà, il faut aller à la beauté de l'âme, comme tu le dis toi-même, puis même à la beauté en soi, le beau en soi, la beauté divine en quelque sorte. Mais la beauté physique n'est pas anodine parce qu'elle est un déclencheur. Parce que finalement, il y a la théorie de l'oubli aussi chez Platon. Hein. On a oublié les beautés, on a oublié les perfections qu'on a vues dans le monde des idées. L'émerveillement, c'est ça, c'est l'émerveillement du monde des idées. Et la merveille des merveilles, c'est le spectacle du beau en soi. On peut imaginer une sorte d'opéra spirituel où on voit les plus grandes des beautés, on est complètement enivré par ces beautés. Et d'ailleurs, il y a une doctrine de la chute, c'est intéressant chez Platon, c'est que pour lui, on est tombé dans la terre, on s'est englué dans la matière. Parfois, ce corps qui peut être un instrument extraordinaire, mais en même temps, il y a les maladies, il y a la fatigue et tout ça. Le corps est parfois une limitation par rapport à l'esprit. On s'est englué dans la matière parce qu'on a chuté, parce qu'on a eu trop envie de la beauté, tous en même temps, on s'est bousculé. Bon, c'est le mythe de la chute chez Platon. Et puis, comme on avait des ailes, et pareil, c'est un mythe, hein, bien. Les ailes se sont télescopées, on a perdu nos ailes, on est tombé dans la glaise. La glaise. Et ensuite, parmi ces hommes, certains, et ces femmes, je dirais que c'était surtout les hommes, parmi ces êtres humains, certains, les philosophes en tout cas, c'est ceux qui ont gardé le souvenir de cette vie dans l'au-delà, dans ce monde des idées. Et lorsqu'ils voient la beauté d'un beau visage, d'un beau corps humain, ils vont se rappeler de cette beauté oubliée. C'est ce qu'on appelle la réminiscence, ce qui va les rendre philosophes. Et donc, effectivement, l'émerveillement, la sagesse commence vraiment dans l'émerveillement, parce que c'est cet émerveillement esthétique, c'est un pléonasme, hein, l'émerveillement, à mon sens, il est toujours esthétique à la base, hein, il est essentiellement esthétique. Bon. C'est cet émerveillement par la beauté qui va nous rendre, qui va, disons en quelque sorte, nous rappeler notre identité de philosophe. Redonner des ailes. Nous redonner des ailes, voilà. L'amour donne des ailes. Elle peut s'écrire deux ailes. En plus, on peut faire le jeu de mots. De ce point de vue-là, merci de cette belle intervention. Elle était complètement dans le sujet. Merci. Et même aller au cœur du sujet, je trouve, hein, avec la référence directe au Phèdre de Platon. Voilà, tout à fait. Non, c'était intéressant. Avant que tu donnes la parole à Gilles, Oui. je vais me permettre de poser une question, Jacques. Tout à l'heure, tu as dit
que les femmes sont moins émerveillées par les hommes, ça, à peu près, non? Ça serait peut-être aujourd'hui. Hein. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à toi, personnellement? C'est une question très osée, là, audacieuse. Êtes-vous C'est une question un peu vache. Hein. Je suis un peu surprise, je me permets de poser cette question. Tu as le droit de ne pas répondre, hein, mais voilà. Si tu veux, tu peux répondre aussi. Brièvement. Ouais. Non, mais pour défendre un peu Jacques, il n'a pas besoin de moi, mais disons pour défendre les hommes, Jacques, c'est un peu vrai quand même ce qu'il dit, c'est que j'ai l'impression, peut-être que c'est lié à l'émergence du vélisme, qui est tout à fait normal, mais que d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de terrorisme un petit peu. Je me rappelle d'une émission, il y avait un animateur d'une émission de football d'ailleurs, hein, qui disait, il avait osé dire que les footballeuses françaises étaient très jolies, quoi. C'était non seulement plus sympas que les footballeurs, ce qui est vrai, je pense, plus accessible pour les médias, mais en plus elles sont très jolies. Et alors il y a eu toute une levée de bois sur Internet en disant c'est du machisme, comment on peut dire ça, on n'a plus le droit de dire, j'ai l'impression que dans notre pays, oui, mais c'est pas tout à fait la question. On n'a plus le droit de dire que les filles sont belles. Alors moi j'emploie, pour répondre à la... Moi, puisque... je ne sais pas, et ça me pose pas de problème. Mais à la télé, il y a un terrorisme un peu. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas que les femmes trouvent, elles le trouvent aussi dans le privé, hein, voilà, elles le disent très, très clairement. Mais disons que c'est qu'il y a une mode qui fait que les femmes vont moins facilement dire, et les hommes aussi par la force des choses, mais surtout les femmes peut-être, moins facilement montrer leur émerveillement pour les hommes peut-être. Non mais la question de Marie-Laure n'était pas uniquement... Je peux répondre à Marie-Laure finalement? Oui, bien sûr. Ah oui, tu peux répondre, d'accord. Ah ben oui, excusez-moi Gilles Petit, je vais quand même répondre à... Non, je m'en fous, Gilles est patient. Alors il y a un mot qu'on aurait pu prononcer, c'est le mot frigidité. Ah. Parce que la frigidité empêche l'émerveillement d'une certaine manière. N'est-ce pas? Quelqu'un de frigide, il est vacciné contre l'émerveillement, on peut dire, d'une certaine manière. Hein. C'est une qualité. Tu n'as pas eu de chance alors? Comment? Tu n'as pas eu de chance. Attendez, qu'est-ce qu'elle continue dans son non, truc mais là? Que ce soit non mais ça devient. C'est très mignon, mais c'est un sport oriental en plus, hein, c'est chinois. Soyons sages. Oui, soyons sages. Évitons la partie ping-pong. Non mais oui, c'est vrai que ça prend un tour un peu bizarre oui, là quand même. Maintenant j'ai pas eu de chance, je ne sais pas quoi. C'est bien pour la troisième mi-temps. Voilà. Mais gardez vos armes. Bon, par exemple. Souvent, moi je prends souvent des exemples liés à la musique, parce que entre autres je compose de la musique. Et tout à l'heure en écoutant l'exposé, je me disais, qu'est-ce que c'est que s'émerveiller devant une symphonie de Beethoven, par exemple, dont on parle depuis 200 ans? Est-ce que l'émerveillement n'a pas besoin, malgré tout, de quelque chose de neuf? Voyez-vous? Moi, je trouve ça un petit peu limite de s'émerveiller sur des choses sur lesquelles des millions de gens se sont déjà émerveillés. Bon. Or, la personne qui s'émerveille, qui est la énième, la millionième personne à s'émerveiller quelque chose, alors on ne peut pas parler vraiment de surprise à la limite, n'est-ce pas? Ça devient un peu dérisoire. Je pense donc qu'il est quand même souhaitable qu'on s'émerveille pour ce qui est autour de soi, pour les gens qui vivent avec vous et en votre époque, et non pas... Alors là aussi, je ferai un procès, je dirais qu'il y a de plus en plus... Alors, puisque continuer comme ça, alors je pense que les femmes ont du plaisir à s'émerveiller sur des choses dont on s'émerveille depuis X temps. Elles vont dire Beethoven est génial, Nietzsche est génial, mais est-ce qu'elles seront capables de dire que tel contemporain est génial, par exemple? Génial, par exemple. Bon. Non, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, qu'effectivement, il y a cette dimension de fraîcheur de l'émerveillement, et aussi l'émerveillement en face de quelque chose qui se produit devant vous. Et moi, je pense que nous sommes une situation où souvent on ressort des choses anciennes, des vieux films, des vieux ça, et à mon avis, ça n'est pas ça le véritable émerveillement. Non, là je suis assez d'accord sur le fait qu'on se sent obligé à s'émerveiller pour Beethoven et qu'on s'émerveille plus difficilement pour des choses récentes, comme ça c'est un phénomène de mode et ça fait... Voilà, on s'émerveille pour des choses qui sont déjà consacrées comme merveilleuses, alors qu'il faudrait être capable de s'émerveiller à des choses qui n'ont pas encore reçu le label merveilleux. Oui, mais là je dirais que les hommes et les femmes sont pareils. C'est l'être humain, il a tendance à être conservateur, à aimer ce qui est ancien, ce qui est non, un prestige. Je voudrais, pour une raison très simple, Marie-Laure, c'est que parmi ces fameuses merveilles du passé,
c'est des hommes en général. Ah, je ne fais pas dire à Jean-Luc. Donc, si les merveilles du passé, que ce soit au niveau philosophique, musical, etc., sont des hommes, et si je suis une féministe, j'ai peut-être une inhibition à reconnaître que les merveilles d'aujourd'hui sont encore des hommes. Voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, vous avez votre réponse, la réponse du berger à la bergère. Hein. Voilà. C'est un autre débat. Voilà, Gilles Oui. tombe à point. Oui, Gilles, parce que- notre sage du jour. Le débat finissait par ne pas m'intéresser à développer les poncifs Voilà. La parole à Gilles. classiques, les femmes qui aiment le vieux, etc. Pas tellement, c'est pas tellement mon truc, etc. Ouais, d'accord. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, vous, et ce qui me paraît... Yves. Et je m'inscris en faux complètement contre l'idée de Jacques qui dit que l'émerveillement est dans la rareté. L'émerveillement est dans l'inattendu, et l'inattendu n'est pas la rareté, puisque l'inattendu peut être dans la banalité, selon moi. Bon, alors le deuxième point, c'est que c'est une constatation vague et intuitive, mais je dirais que dans l'émerveillement, pour moi, il y a une connotation d'innocence et de disponibilité. D'innocence et de disponibilité. Or, en fait, on commencerait donc sa vie par être émerveillé. Ceci étant, en vieillissant, on ne cesse pas d'être émerveillé. Mais on n'est pas émerveillé par les mêmes choses, bien entendu. Parce qu'on a une connaissance du beau qui est différente. Je fais très attention à l'émerveillement de l'enfant qu'on était, parce que j'y vois un regard introspectif de l'adulte qui regarde l'émerveillement de l'enfant qu'il était, qui n'a pas de rapport avec l'émerveillement de l'enfant au réel, dans son temps. Donc, c'est pour dire que si on donne une connotation d'innocence et de disponibilité, on pourrait dire que l'émerveillement est à la source de la vie, et que pour autant on continue à s'émerveiller malgré l'acquisition de connaissances, bien entendu. Et qu'il y a justement ce point d'équilibre qu'évoquait Yves entre la connaissance et l'émerveillement, entre la connaissance, donc, et la sagesse. Mais l'émerveillement ne serait pas toute partie constituante de la sagesse à l'évidence, puisque s'y adjoint évidemment le long chemin de la vie, de l'empirisme et de ce qu'on connaît. Et je veux juste de ce propre empirisme, de sa propre expérience. Et ce que je veux préciser tout à l'heure, et je me suis peut-être mal exprimé, quand je disais que je suis sensible à des peintres abstraits, bon, je dirais les noms, mais le fait de savoir que je connaîtrais le chemin pour, en quelque sorte, casser l'émerveillement, ne veut pas dire du tout que je le pratiquerai, bien entendu, mais que je me soupçonne d'être capable de casser l'émerveillement que j'éprouve par rapport à l'invisible que je vois dans une toile. Voilà ce que je voulais dire. Donc il ne s'agit pas d'un chemin cynique qui voudrait que je m'émerveille et puis que je casse cet émerveillement. Il s'agit d'une supposition intellectuelle que j'ai à mon propre endroit qui fait que je pense. Vous voyez, Marie-Laure, vous avez cité la brume sur la Seine. Je me promenais à cheval dans la vallée de Bec-et-Loing, et il y avait la brume qui se levait, et j'étais avec un copain, etc. Et j'allais disserter sur cette brume qui se levait. Et lui, qui n'était pas du tout littéraire, m'a dit c'est vachement beau. Voilà, il avait résumé. Intéressant. Alors, ça m'inspire, ton intervention qui est intéressante, m'inspire une autre idée par rapport à la sagesse et à l'émerveillement, le rapport dialectique. Je pense à Hegel, hein, la dialectique, c'est Yves, effectivement, qui avait ouvert cette idée très intéressante, très féconde. N'oublions pas que la sagesse est représentée par Athéna, une déesse belle, c'est une beauté froide, hein, c'est une déesse, on oublie parfois de préciser. Elle incarne aussi, c'est une guerrière. Elle a une casque, une lance, il suffit de voir la statue de la porte dorée, hein, c'est une beauté froide par rapport à Vénus qui est la beauté chaude. Elle a vaincu les titans. Elle a vaincu les titans. La sagesse, donc, est une beauté froide en quelque sorte. Qui ne va pas forcément susciter l'émerveillement d'ailleurs, hein, d'une certaine manière. Elle va susciter l'admiration, certainement, mais j'ai parlé d'émerveillement pour justement Vénus, hein, la Vénus de Milo, et non pas pour Athéna, parce que c'est effectivement son côté froid qui fait qu'on ne va pas être dans l'émerveillement. Et Hegel a une très belle métaphore, il va présenter, il va dire que la philosophie prend son envol
il a comparé la philosophie à l'oiseau, à la chouette de Minerve. La chouette de Minerve prend son envol, la philosophie est comme la chouette de Minerve, elle prend son envol au crépuscule. Très intéressant, cette métaphore de Hegel. La chouette de Minerve, c'est le symbole de la raison, justement. Elle prend son envol au crépuscule, c'est-à-dire en Occident. Donc, puisqu'on est dans un rapport Orient-Occident, l'Occident est plus rationnel d'une certaine manière, puisque la Grèce a inventé en quelque sorte la logique, la rationalité. Les Orientaux, les Asiatiques nous ont rattrapés, nous ont même dépassé dans ce domaine, quand on prend l'informatique, etc. Bon, ça c'est pas la question. Mais au départ, c'est quand même une invention grecque, donc occidentale, la raison rationnelle, la rationalité, le logos. Et alors que l'émerveillement, j'ai parlé d'éblouissement à travers ma citation de Marguerite Duras, l'éblouissement, pour Hegel, l'Orient c'est plutôt l'éblouissement. L'éblouissement, l'émerveillement, voilà, pour lui, l'Orient c'est l'émerveillement, c'est le mysticisme. Alors évidemment, le problème, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hegel, parce que lui, en tant qu'Allemand, très fier de sa germanité, il va exalter l'Occident, il est rationaliste, hyper rationaliste, ce qui est pas mon cas. Donc il dit l'Occident est supérieur à l'Orient parce que l'Occident est rationnel et l'Orient est dans l'éblouissement. Or, on peut renverser la proposition. Ce que je ne ferai pas, moi je pense que les deux civilisations ont leurs qualités et leurs défauts, elles sont complémentaires justement. Mais on pourrait très bien voir une supériorité justement dans cet éblouissement qui vient du matin, parce qu'il y a une métaphore géographique qui est intéressante. Le crépuscule, l'Occident, oxydéré, ça veut